Dans les ruelles poussiéreuses de Karbala, le quotidien semble d'abord ordinaire. Des enfants tendent aux passants des colifichets qu'ils essaient de vendre pour pouvoir se nourrir le soir. Leurs regards fatigués reflètent l'urgence de la survie. L'air est épais, saturé de la fumée des foyers où l'on prépare de maigres repas. Au loin, la voix des muezzins s'élève depuis des minarets anciens, couvrant le vacarme de la ville. Celui qui observe pourrait croire qu'il n'y a là rien d'inhabituel, seulement la pauvreté et la misère, familières à bien des régions marquées par les guerres. Mais sous cette façade banale se cache une réalité d'une noirceur inimaginable, une pratique si profondément ancrée qu'elle bouleverse tout ce que l'on croit savoir sur la souffrance humaine. Cette réalité porte un nom, le bakabazi. Le mot vient du persane et signifie littéralement « jeu avec des garçons ». Mais derrière ces mots se cache l'un des systèmes d'exploitation d'enfants les plus effroyables qui subsistent encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'histoires lointaines consignées dans des livres anciens. C'est une pratique contemporaine, tolérée, parfois même protégée, par ceux qui devraient défendre les innocents. Dès l'âge de 9 ou 10 ans, des garçons sont transformés en bachas. Habillés de robes féminines, maquillés, coiffés, ils apprennent à danser pour divertir des hommes adultes lors de fêtes privées. Mais la danse n'est que l'introduction. Ces enfants sont ensuite utilisés dans l'intimité, objets d'un système où leur innocence est marchandée, leur corps traité comme une marchandise. Imaginez un petit garçon dont le père a été tué dans un conflit. Sa mère, épuisée, n'a plus rien à donner à ses enfants. Le ventre vide, elle regarde son fils sans pouvoir lui offrir de repas. Un jour, un homme apparaît. Il est richement vêtu, arbore un sourire éclatant et conduit une voiture qui vaut plus que tout ce que la famille pourrait espérer. Il propose une liasse de billets, une somme qui dépasse tout ce que la mère a jamais vu. Mais cet argent n'est pas destiné à sauver son enfant. Il est le prix de son enfance perdue. Ainsi commence l'histoire de nombreux garçons. Ils ne sont pas adoptés ni secourus. Ils sont achetés pour devenir des poupées vivantes, façonnées selon les désirs de leur maître. Le processus est méthodique. Un nouveau prénom, souvent féminin, leur est imposé. Ils sont forcés à modifier leur voix, à marcher en imitant les femmes, à effacer peu à peu toute trace de leur identité originelle. Au cœur de ce récit difficile, permettez-moi une pause pour m'adresser à vous qui écoutez. Ces réalités, bien qu'insoutenables, doivent être connues. Le silence ne fait qu'entretenir l'injustice. Si vous pensez, vous aussi, que ces histoires méritent d'être entendues, je vous invite à soutenir ce travail. Abonnez-vous à la chaîne Historien Silencieux, laissez vos réflexions en commentaire et, si ce sujet vous paraît important, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Votre geste donne de la force à la mémoire et empêche ces drames d'être oubliés. Revenons à la dure réalité de ces enfants. Les fêtes de Bachabazi ne se tiennent pas en cachette. Elles se déroulent au grand jour, devant des invités triés sur le volet. Notables, hommes d'affaires, chefs de guerre, parfois même représentants des forces de l'ordre. Posséder un ou plusieurs bachas est un symbole de prestige, un signe de richesse et de pouvoir. Plus un homme contrôle d'enfants, plus il est respecté. C'est une logique perverse, où la souffrance devient un étendard social. La violence est permanente. Ceux qui tentent de fuir sont battus, privés de nourriture, menacés de mort. Les abus sexuels ne sont pas des incidents isolés, mais un processus continu, répété, qui s'étend parfois sur plusieurs années. Les garçons sont utilisés par leur maître principal, mais aussi loués à d'autres hommes. Certains sont revendus, traités comme du bétail dans un marché clandestin. Les conséquences sont immenses. Physiquement, beaucoup souffrent de blessures irréversibles, de maladies, parfois de handicaps permanents. Psychologiquement, les cicatrices sont encore plus profondes. Ces enfants vivent dans une peur constante, incapables de faire confiance,
apprenant à se détacher de leur propre corps pour survivre. Ils développent souvent ce que l'on appelle l'impuissance acquise, la conviction que toute résistance est vaine. Même lorsqu'une occasion d'évasion se présente, ils ne tentent rien, car leur esprit a été brisé. Et le plus terrible, c'est que ce système se perpétue. Nombreux sont les survivants qui, devenus adultes, reproduisent ce qu'ils ont subi. La souffrance de l'un devient la souffrance de l'autre, génération après génération. Le Bashabazi n'est donc pas seulement une tragédie individuelle, c'est une chaîne collective qui enferme des communautés entières dans la répétition de l'horreur. Il faut comprendre que cette pratique ne détruit pas seulement des vies d'enfants, elle corrompt l'ensemble du tissu social. Elle installe l'idée que la dignité humaine peut être achetée, que la pauvreté peut justifier l'injustice, que le pouvoir permet tout. C'est une plaie ouverte qui ronge les fondements même de ce que devrait être une société juste et protectrice. Le processus d'asservissement des enfants dans le cadre du Bashabazi ne se limite pas à la danse et au travestissement. Il s'agit d'une transformation complète et méthodique, destinée à effacer l'identité originelle des garçons pour les remodeler selon les désirs de leur maître. Dès leur arrivée, ils sont soumis à un entraînement rigoureux. On leur apprend à appliquer du maquillage, à coiffer leurs cheveux d'une manière féminine, à revêtir des costumes brillants et colorés. Chaque détail compte, chaque geste est conçu pour plaire. Ces enfants deviennent des acteurs malgré eux, prisonniers d'un rôle imposé qui nie leur être profond. Mais cette formation ne vise pas seulement à produire des danseurs capables de divertir. Elle a pour but de briser leur volonté. À travers des humiliations répétées, des violences physiques et des menaces constantes, on les conditionne à obéir aveuglément. Leur perception d'eux-mêmes est altérée. On leur répète qu'ils doivent être reconnaissants, qu'ils sont privilégiés d'avoir de la nourriture et un toit, alors même que leur corps est utilisé et détruit. Peu à peu, ces garçons en viennent à croire que leur valeur dépend uniquement de leur capacité à satisfaire les attentes de leurs propriétaires. Les abus qu'ils subissent ne sont pas des épisodes ponctuels, mais un cycle ininterrompu. Après les danses, viennent les moments les plus sombres, lorsque les portes se ferment et que les rires de la fête s'éteignent. Les enfants, transformés en objets, sont livrés au désir de leur maître. Cette répétition constante fait naître une dissociation psychologique. Pour survivre, beaucoup apprennent à se détacher de leur propre corps, comme s'ils n'étaient ne plus que spectateurs de ce qu'ils subissent. C'est un mécanisme de défense, mais qui laisse des cicatrices indélébiles. Les violences physiques sont elles aussi quotidiennes. Les garçons qui refusent, qui pleurent trop fort ou qui tentent de se rebeller sont battus. Certains sont privés de nourriture, enfermés ou menacés de représailles contre leur famille. Pour renforcer la peur, les maîtres n'hésitent pas à montrer ce qui arrive à ceux qui essaient de s'échapper. On raconte des histoires d'enfants torturés, parfois exécutés, pour dissuader les autres de rêver à la liberté. Les conséquences médicales sont terribles. Nombre d'entre eux contractent des maladies sexuellement transmissibles, parfois incurables. Beaucoup souffrent de blessures internes causées par les violences. D'autres développent des douleurs chroniques qui les accompagneront toute leur vie. Privés d'accès aux soins, ces garçons vivent dans la souffrance permanente, avec un corps marqué avant même d'avoir atteint l'adolescence. Mais la blessure la plus profonde reste psychologique. L'enfant apprend à se voir non plus comme un être humain digne d'amour ou de respect, mais comme un objet destiné à plaire aux adultes. Cette perception déformée influence toute sa vie future. En grandissant, il peine à établir des relations saines, à comprendre ce qu'est l'affection authentique. Beaucoup sombrent dans la dépression, l'anxiété ou la toxicomanie pour apaiser leur douleur. Et pourtant, malgré cette réalité insoutenable, la société qui entoure ces enfants ferme les yeux. Dans certaines régions, les fêtes de Bashabazi sont connues de tous. Des vidéos circulent, vendues sur des marchés, montrant les danses des garçons. Les autorités locales, loin d'intervenir, participent parfois elles-mêmes à ces pratiques.
La corruption protège les coupables, tandis que les victimes, elles, sont réduites au silence. Lorsque des arrestations ont lieu, ce sont souvent les enfants qui sont accusés de débauche, comme si la faute leur revenait. L'injustice est totale et l'impunité des puissants se perpétue. Ce système n'a rien d'un vestige isolé du passé. Il s'est enraciné au fil des générations. Les garçons qui parviennent à survivre jusqu'à l'âge adulte sortent profondément marqués. Certains essaient de reconstruire leur vie, mais la société les stigmatise, les considérant comme souillés. Ils trouvent rarement du travail, peinent à fonder une famille et vivent en marge, prisonniers de leur passé. D'autres, hélas, reproduisent ce qu'ils ont subi. Conditionnés à croire que le pouvoir s'exerce en dominant les plus faibles, ils deviennent à leur tour exploiteurs. Ainsi, la victime d'hier se transforme en bourreau et la roue de la souffrance continue de tourner. Cette reproduction du cycle est l'un des aspects les plus effrayants du Bashabazi. Elle transforme un drame individuel en une plaie collective, une structure qui se perpétue d'elle-même. La pauvreté, la guerre et l'impunité nourrissent ce système. Chaque génération de victimes engendre une génération de survivants traumatisés, dont certains deviennent eux-mêmes complices ou acteurs de la même pratique. Derrière cette réalité, il y a aussi une dimension économique. Les bachas sont loués pour des soirées, échangés, vendus. Ils rapportent de l'argent à leur maître, qui les considère comme un investissement. Plus un garçon est apprécié, plus il génère de revenus. Les plus beaux, les plus talentueux sont maquillés, habillés, parés de bijoux, afin d'augmenter leur valeur sur ce marché sordide. Mais plus ils rapportent, plus leur exploitation s'intensifie. Ils doivent se produire davantage, satisfaire davantage de clients, supporter davantage de violence. Puis vient un âge où tout bascule. Dès que le garçon grandit, que sa voix mue ou que des signes de virilité apparaissent, il perd de sa valeur. Alors, il est souvent abandonné, rejeté ou remplacé par de plus jeunes. Certains anciens, bachas, deviennent serviteurs ou gardent pour leurs anciens maîtres. D'autres sont simplement laissés à la rue, incapables de se réinsérer dans une société qui les considère comme irrémédiablement marqués. La stigmatisation est immense. Dans une société conservatrice, ces garçons sont perçus comme ayant participé à des actes interdits, même s'ils en fuient les victimes. Cette perception les enferme dans une solitude profonde. Leur passé les poursuit et les empêche de mener une vie normale. Les cicatrices invisibles de leur enfance se prolongent dans leur existence entière. Le Bashabazi n'est donc pas seulement un crime commis contre des individus, c'est une atteinte à toute une société. En normalisant l'exploitation des plus vulnérables, une communauté se condamne elle-même. Elle accepte que la dignité puisse être marchandée, que la souffrance puisse être transformée en spectacle, que l'autorité puisse se corrompre au point de trahir les enfants qu'elle devrait protéger. C'est cette logique perverse qui rend cette pratique si difficile à éradiquer. Elle n'est pas seulement tolérée, elle est intégrée dans un système de pouvoir et de prestige. Posséder un bacha est vu comme un privilège, un signe de statut social. L'enfant, au lieu d'être protégé, devient un trophée. Et tant que cette mentalité perdurera, le cycle ne pourra pas être brisé. Le destin des garçons pris dans le système du Bashabazi ne s'arrête pas à leur adolescence. Lorsqu'ils deviennent trop âgés pour être désirés, ils se retrouvent face à un vide terrifiant. Certains sont abandonnés dans la rue, livrés à eux-mêmes, sans famille à qui revenir, car leur passé est devenu une honte sociale. D'autres sont utilisés comme gardes du corps ou serviteurs, conservés non plus pour leur jeunesse, mais pour leur loyauté forcée, car ils connaissent les secrets les plus sombres de leurs anciens maîtres. Pourtant, quel que soit leur chemin, tous portent des cicatrices invisibles, des blessures psychologiques qui ne se refermeront jamais. La stigmatisation est implacable. Dans une société conservatrice,
Ces garçons sont considérés comme souillés. Peu importe qu'ils aient été victimes, on les juge comme coupables. Leur identité est marquée d'un sceau indélébile, celui d'avoir appartenu à un monde interdit. Cette perception les condamne à vivre à l'écart, incapables de trouver un travail digne, de fonder une famille ou d'être pleinement acceptés dans leur communauté. Beaucoup s'enfoncent dans la solitude, incapables de se reconstruire. Les conséquences psychologiques sont particulièrement graves. Nombre d'entre eux développent des troubles de stress post-traumatiques, revivant sans cesse les abus subis. La dépression est fréquente, tout comme l'anxiété chronique et la méfiance absolue envers les autres. Certains sombrent dans l'alcool ou la drogue pour tenter de calmer les voix intérieures qui leur rappellent sans cesse leur passé. D'autres, au contraire, s'enferment dans un silence complet, incapables de parler de ce qu'ils ont vécu, comme si les mots eux-mêmes pouvaient raviver la douleur. La sexualité des survivants est elle aussi profondément affectée. Ayant été conditionnés dès leur plus jeune âge à associer leur corps au plaisir d'autrui, ils peinent à comprendre ce qu'est une intimité choisie et consentie. Beaucoup ne parviennent pas à établir de relations équilibrées, car leur perception de l'amour et du désir a été détruite. Certains développent une confusion durable sur leur identité, se demandant si ce qu'ils ressentent est authentique ou simplement le résultat des années d'abus. L'éducation volée est un autre drame majeur. Ces enfants, retirés de l'école, ne reçoivent aucune instruction. Ils apprennent à danser, à se maquiller, à obéir. Mais on leur refuse la lecture, l'écriture, la connaissance. Ainsi, lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, ils n'ont pas les outils nécessaires pour construire une vie indépendante. Cette absence d'éducation les enferme dans un cercle de dépendance et de précarité. Beaucoup deviennent mendiants, petits ouvriers sous-payés ou sombrant dans la criminalité pour survivre. À l'échelle sociale, les effets du bachabazi sont dévastateurs. En banalisant l'exploitation des enfants, une société détruit ses propres fondations. Les valeurs de protection, de justice et de dignité sont remplacées par des logiques de domination et de corruption. Le pouvoir cesse d'être un service rendu à la communauté pour devenir un privilège personnel, utilisé pour satisfaire des désirs interdits. Dans ce contexte, les plus vulnérables sont sacrifiés et la souffrance devient une norme. Ce système fonctionne aussi parce qu'il rapporte de l'argent. Les enfants sont loués, revendus, échangés. Ils deviennent une source de profit. Leurs propriétaires investissent dans leur apparence pour en tirer davantage de revenus. Mais plus leur valeur marchande augmente, plus l'exploitation est intense. Les bachas les plus appréciés doivent se produire davantage, satisfaire plus de clients, endurer plus de violence. Leur corps est épuisé, leur enfance consumée, et lorsqu'ils ne sont plus utiles, ils sont rejetés. Il est important de rappeler que cette pratique n'est pas seulement le fait de quelques individus isolés. Elle est intégrée dans un système. Des responsables locaux ferment les yeux. Certains y participent activement. Les institutions judiciaires, loin de protéger les victimes, se retournent contre elles. Et quand des tentatives d'enquête ou d'arrestation surviennent, elles se soldent souvent par la punition des enfants eux-mêmes, accusés de prostitution. Cette inversion de la culpabilité illustre l'ampleur de la corruption qui protège les véritables coupables. Les témoignages des survivants sont particulièrement bouleversants. Beaucoup expliquent avoir eu l'impression de mourir pendant leur captivité, puis de renaître sous une autre forme, comme des êtres brisés, incapables de retrouver leur intégrité. Ils décrivent la dissociation comme une seconde nature, apprendre à quitter mentalement leur corps pour survivre aux abus. Mais cette stratégie de survie les laisse marqués à vie, incapables de se reconnecter pleinement à eux-mêmes ou aux autres. Le cycle, malheureusement, se poursuit encore aujourd'hui. Dans certains villages, des enfants sont toujours recrutés, parfois même sous les yeux de leurs familles impuissantes. La pauvreté extrême pousse certains parents à faire des choix impossibles.
voir leurs enfants mourir de faim, ou les confier à des hommes riches qui promettent monts et merveilles. C'est une tragédie sans issue, où chaque option semble conduire à la douleur. L'internationalisation du problème n'a pas suffi à l'éradiquer. Les rapports existent, des ONG dénoncent, des gouvernements étrangers condamnent. Mais sur le terrain, les actions concrètes restent limitées. La peur d'imposer une vision extérieure, la complexité culturelle et la corruption locale font que les pressions s'essoufflent. Résultat, le Bachabazi persiste, parfois caché, parfois visible, mais toujours présent. Pourtant, des voix s'élèvent. Des militants locaux, des journalistes courageux, des associations tentant de briser le silence. Ils risquent de leur vie pour dénoncer ces pratiques, pour sauver des enfants, pour offrir une alternative. Mais leur tâche est immense, car ils s'attaquent non seulement à des individus, mais à un système entier, profondément enraciné. Le Bachabazi n'est pas seulement une tragédie afghane, c'est un miroir tendu à l'humanité tout entière. Il rappelle à quel point les enfants restent vulnérables lorsque les structures censées les protéger se retournent contre eux. Il démontre que la corruption et la misère peuvent transformer l'innocence en marchandise et la souffrance en spectacle. Ces enfants ne sont pas des statistiques. Ils ne sont pas de simples histoires dans un rapport. Ce sont des vies brisées, des destins volés, des voix étouffées. Ils méritent que l'on se souvienne d'eux, que l'on raconte leur histoire, que l'on refuse de fermer les yeux. Tant que le monde tolérera le silence autour de ces pratiques, le cauchemar continuera. Le Bachabazi est plus qu'une honte locale. C'est une blessure universelle, une preuve que l'humanité, parfois, échoue à protéger ce qu'elle a de plus précieux, l'enfance. Comprendre cette réalité, c'est refuser l'indifférence. C'est rappeler que chaque enfant mérite la sécurité, l'amour et la dignité. Tant que cela ne sera pas garanti, l'ombre de ces pratiques hantera notre conscience collective.